Super. Je vous propose de commencer. Bonjour à tous. Est-ce que je vais commencer? C'est rapidement par nous présenter. Mathieu et aussi Jérémy, que vous avez Bonjour à tous. en visio aussi, cofondateur de Digital Food Lab. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Ça doit être bon. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est de vous présenter très rapidement les résultats du rapport sur la food tech en Europe que nous venons de publier, qui sera disponible aujourd'hui sur notre site. Rapport qu'on a publié, je reviendrai un peu dessus tout à l'heure, avec 4 partenaires. Et qui d'ailleurs pourront répondre dans la partie qui reste en réponse si, et s'ils ont ou à la fin de cette présentation, s'ils ont des éléments à apporter. Donc, le premier point, je nous présente rapidement Digital Food Lab. Nous, ce que l'on fait donc avec Jérémy, on a été parmi les premiers entrepreneurs food tech en France. Il y a maintenant une petite dizaine d'années. On a revendu notre startup il y a 3 ans. Et en fait, on est parti d'un constat assez simple. Beaucoup de gens s'intéressaient à parler de la food tech, mais assez peu venaient directement de cet écosystème et des startups. C'est pour ça qu'on a créé Digital Food Lab, une structure de conseil dont l'objectif est d'accompagner les grands groupes, PME, startups de cet écosystème alimentaire pour leur expliquer tout ce qui se passe à l'échelle mondiale et puis surtout les accompagner dans l'identification d'opportunités, qu'il s'agisse de collaboration, de création de nouveaux projets ou d'investissement. Et c'est moi, Mathieu, qui vous présenterai ce sujet de ce rapport qu'on a réalisé avec Jérémy. On a réalisé ce rapport Digital Food Lab, mais c'est surtout et grâce au support de 4 partenaires sponsors. Donc, Utopia, un fonds d'investissement spécialisé dans les nouvelles marques au sens large, en particulier dans l'alimentaire, mais aussi dans d'autres domaines. KA Partners, un cabinet de conseil en stratégie. Nestlé, je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, et Vitagora, le pôle de compétitivité agroalimentaire des régions Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a réussi à réunir autour de ce projet des partenaires assez différents sur toute la chaîne de valeur du conseil ou en groupe, en passant par l'investissement. Ce qui montre aussi d'ailleurs une implication de plus en plus forte, et on y reviendra, des différents acteurs publics et surtout des grands groupes. Le premier point, parce que je pense que c'est le premier mot, on parle de food tech. Qu'est-ce que l'on entend, nous, par food tech? C'est assez simple, c'est l'ensemble des innovations sur la chaîne de valeur agroalimentaire. On découpe la food tech en 6 catégories, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est-à-dire les startups de l'agriculture qui sont là pour innover dans ce qui se passe dans les champs, construire les fermes de demain, les fermes urbaines, les nouveaux produits transformés, food science. Donc, ça va de choses que vous avez peut-être déjà vu comme des produits comme feed dans les rayons, mais aussi les steaks végétaux, les alternatives à la viande, le food service, tout ce qui est là pour réinventer la restauration. Donc, par exemple, les cafés, mais aussi les services de réservation de restaurants ou alors les restaurants robotisés. Le retail, tout ce qui est là pour digitaliser l'expérience en magasin, le drive to store, les services de coaching, donc d'applications comme vous connaissez et vous avez certainement déjà traité, comme Yuka, et puis évidemment le delivery, tous les services de livraison de plats de restaurant, de livraison de courses, qui est évidemment un des sujets sur lesquels on reviendra. Si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer cette présentation, il y a des liens et ça vous pourra accéder directement aux différentes définitions et exemples sur ces différents domaines de la food tech. Pourquoi est-ce qu'on fait ce rapport sur l'état des investissements dans la food tech en Europe? Alors, peut-être une première raison, c'est qu'il n'était pas disponible en soi. On l'avait déjà fait, nous, en fin 2018, sur tous les investissements de 2014 à 2018, et ça nous semblait nécessaire de refaire une mise à jour, c'est-à-dire tous les ans avoir de manière régulière un aperçu de ce qui se passe dans cet écosystème et donc avoir les mêmes mesures parce qu'on peut avoir différentes définitions de ce que c'est que la food tech. Ça aide à soutenir l'écosystème parce qu'en donnant ces informations à des investisseurs, à des grands groupes, ça les aide à prendre conscience de ce qui se passe, à mieux définir et à mieux prendre en compte et du coup à investir dans l'écosystème.
et évidemment mettre en avant les dernières tendances qu'on va pouvoir évoquer. Donc, on va couvrir quelques points du rapport. Ce n'est pas le rapport complet. Rassurez-vous, ce n'est pas les 70 pages de graphiques et d'informations. C'est 4 parties principales, quelques éléments clés que j'ai sélectionnés pour les parcourir avec vous. Dans un premier temps, tout ce qui se passe au niveau des investissements. J'allais dire l'essence même de quand on fait ce travail de recenser toutes les startups foodtech en Europe, d'aller chercher tous leurs investisseurs. Le but, c'est un peu ce graphique, c'est-à-dire savoir est-ce que les investissements montent ou baissent. Bleu, c'est vraiment la somme des investissements réalisés dans les startups foodtech européennes. Un petit mot d'ailleurs, par Europe, nous on entend tout le continent européen, c'est-à-dire Royaume-Uni inclus, on va dire de l'Islande jusqu'à l'Ukraine. Donc on exclut la Turquie et la Russie dans leur ensemble. Donc ce qu'on voit en bleu, c'est des investissements qui montent en volume de manière extrêmement conséquente en 2019, avec, c'est un peu le rythme en Europe, une année assez forte, une année assez faible. Donc ça, j'allais dire, on pouvait s'y attendre grâce à ce graphique et peut-être encore plus face à la situation actuelle. L'année 2020 sera peut-être un peu inférieure, en effet, à ce qu'on a vu en 2019. Et ce que vous voyez en gris, qui est peut-être plus surprenant, c'est le nombre d'investissements. C'est-à-dire que si la somme augmente, le nombre lui-même baisse. Et on reviendra dessus juste après. Alors que précédemment, on voit sur ce graphique, la majorité des investissements en Europe étaient conduits par un petit nombre de startups qui est dans cet hexagone en bleu, c'est-à-dire toutes les startups qui sont valorisées plus d'1 milliard en Europe. Donc les startups qu'on appelle licornes, donc les plus connues en France, Deliveroo, Just Eat, HelloFresh, mais aussi toutes les autres, avaient, c'était la partie bleue, en 2015, représentaient jusqu'à 80% des investissements, encore 43% en 2017, et sont aujourd'hui une petite fraction. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération de startups qui sont en train de lever une très grande partie des fonds en Europe, et donc qui sont en train de prendre le relais. Ça se voit aussi, si on regarde, en bleu c'est 2019, en gris c'est 2018, les leaders dans les investissements, donc chaque année le top 10, on voit toute une nouvelle génération de startups, donc Deliveroo, Glovo qu'on connaît, mais par exemple Picnic ou un service de livraison de courses. On voit aussi d'autres, et on en voit d'ailleurs un certain nombre, Mathem en Suède, Flaschenpost en Allemagne, tout un tas de nouveaux services de livraison, mais aussi des nouveaux domaines comme Insect avec ses fermes d'insectes pour l'alimentation animale, ou Gusto des meal kits du modèle de Kitok, mais au Royaume-Uni. Un point, c'est qui est une de nos surprises, c'est que le delivery est toujours en tête. Ce que vous avez tout à gauche, c'est les startups foodtech actives, donc l'ensemble des startups foodtech actives en Europe en 2019. Au milieu, c'est la répartition des levées de fonds, donc chaque levée de fonds compte pour 1, et à droite, la répartition des montants, donc les euros investis. Ce qu'on voit, c'est que si on a 24% de startups dans la livraison et quand même 32% des startups actives qui sont dans le produit, on a déjà toujours une répartition à peu près similaire du nombre de levées de fonds, mais alors par contre en euros investis, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que de startups actives en Europe ne lèvent que 5% des montants. Donc c'est extrêmement faible, et ça c'est un des points comparatifs, notamment avec d'autres continents, où les États-Unis en particulier, où ces startups lèvent beaucoup moins. Et on voit du coup la prédominance de la livraison. Un point, alors qu'on avait pu le voir sur des investissements, notamment aux États-Unis, on n'a pas bénéficié en Europe de ce qu'on peut appeler l'effet Beyond Meat. Donc, vous avez peut-être suivi ces steaks végétaux qui sont disponibles aujourd'hui dans les magasins Casino, Franprix, Monoprix, qui ont connu un grand succès à l'échelle mondiale et surtout qui ont connu une introduction en bourse aux États-Unis l'année dernière, un énorme succès, une multiplication par plusieurs facteurs de la valeur. Et du coup, beaucoup d'investissements ensuite dans des startups similaires aux États-Unis. On ne voit pas du tout ça encore en Europe. Donc, pas d'effet sur cette viande. Si on fait un petit focus sur le delivery, ce qui est intéressant, donc ça, c'est les sous-catégories dans cet écosystème du delivery. Ce qu'on voit en bleu foncé, c'est toute la partie restaurant delivery, donc les Deliveroo, les services que vous connaissez déjà, alors les équivalents de Uber Eats, etc. C'est de voir qu'en fait, ils étaient extrêmement dominants et ils sont en train
de se faire dépasser par une nouvelle catégorie qu'on voit peu en France, c'est pour ça que je l'ai souligné ici, c'est les marketplaces alimentaires. Donc, c'est-à-dire des services de livraison de courses qui souvent réinventent l'ensemble de l'expérience du supermarché, c'est-à-dire qu'ils rebaptisent des entrepôts, un service de livraison, toutes les étapes. Et donc, on voit ces nouveaux services en train de prendre le pas sur la livraison de restaurants et probablement être la prochaine étape. En France, on en a un qui est peu connu, qui s'appelle La Belle Vie, donc qui a déjà levé quelques millions d'euros et qui est en train de croître avec cette promesse livrée d'une demi-heure de produits frais de qualité depuis des entrepôts situés aux portes de Paris. Et du coup, comme je vous le disais, le delivery reste en tête. C'est le premier secteur des investissements dans la food tech depuis 6 ans. Donc, avec, quand on regarde les top deals, des investissements extrêmement conséquents, Deliveroo, Glovo, Picnic, des investissements à plus de 200 millions, ou aussi, par exemple, des surprises comme Wolt, la capacité qui est un système de livraison de restaurants finlandais et qui est développé dans tous les pays de l'Est, donc les pays baltes, pays de l'Est et aussi pays scandinaves. Et du coup, ça montre aussi la capacité à construire encore des nouveaux services sur ce domaine. Si on compare l'Europe par rapport au monde, alors, toujours avec le point de, on va dire, d'attention qu'on n'utilise pas toujours les mêmes données et la définition de la food tech peut être variable, mais quand même, de manière consistante, ce qu'on voit, c'est que la part de l'Europe, même si elle augmente légèrement, elle est quand même assez faible. On est à 14% des investissements en 2019, ce qui est globalement plutôt faible, parce qu'on a tendance à penser que l'Europe aurait quelque chose de particulier à apporter dans cet écosystème et que s'il y en avait un sur lequel l'Europe pouvait être en tête, ça pourrait être cet écosystème food tech. Deuxième point, parce que je pense qu'on le voit particulièrement en ce moment, et peut-être même encore plus l'année dernière, du coup en 2019, l'Europe n'est pas tout à fait un continent uni. Du coup, comment est-ce que ça se répartit? Et du coup, en effet, ce n'est pas linéaire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ce que vous avez sur ce graphique, c'est les investissements cumulés par pays, ou du moins le top 10 des pays en Europe. Et du coup, ce qu'on voit, contrairement à ce qu'on pourrait ça ne suit pas la répartition démographique. Plutôt pas du tout même. Donc, le Royaume-Uni en tête, ce qui est constant quasiment depuis le début de cet écosystème food tech depuis 6 à 7 ans, et de manière significative. La France deuxième, ça aussi c'est constant, depuis à peu près le début de ces études. Une surprise un petit peu sur l'Espagne. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les 320 millions, il y en a 300 millions qui viennent d'une seule startup, Glovo. Donc, c'est aussi toujours à prendre avec précaution. Pays-Bas, quasiment le même scénario, 250 sur 288 qui viennent d'une seule startup. L'Allemagne, qui est en train de rebâtir un écosystème extrêmement diversifié et super intéressant. Et ensuite, d'autres pays, et on peut remarquer par exemple l'absence de l'Italie, de la Pologne ou d'autres pays significatifs en Europe. Un point qui, nous, a attiré notre attention, c'est que si on cumule les 4 pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark, Suède, on a le 4e écosystème européen à peu près à égalité avec les Pays-Bas. Et ça, c'est super intéressant parce que, en fait, quand on regarde ce qui se passe autour de Stockholm, Oslo et un peu surtout Helsinki, on a vraiment un écosystème extrêmement intéressant en train de se construire là-bas et d'une diversité qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup d'autres pays et qui est quasiment du même niveau de ce qu'on peut avoir en France et au Royaume-Uni. Contrairement, encore une fois, à ce qu'on pourrait penser, la food tech est un écosystème très urbain, c'est-à-dire que c'est de l'innovation qui se passe dans les villes. C'est souvent le cas pour les startups. Si on prend les 5 villes leaders en Europe, Londres, Berlin, Amsterdam, Paris, Barcelone, les startups localisées dans ces villes vont représenter jusqu'à 66% des investissements à l'échelle européenne. Donc, c'est quand même significatif. Et si on ajoute 3 villes, on va dire, niveau Stockholm, Milan, Zurich, on est à 72%. Donc, on a tendance à dire parfois des investisseurs ou des partenaires étrangers, japonais, russes, etc., qui veulent savoir ce qui se passe en Europe.
globalement, faites un tour Londres, Paris, Amsterdam. Et si vous avez du temps, allez voir ces 5 autres villes et vous aurez une bonne vision de l'écosystème européen. Ce que je vous propose évidemment, c'est de faire un focus sur la France. Ce que j'ai séparé, c'est les investissements en bleu supérieurs à 20 millions d'euros et en gris le reste. Ce qui est intéressant de voir, et c'est pour ça que j'ai fait cette illustration, c'est que ce qui a causé aussi peut-être le retard, ou parfois l'allumage, et puis même au décollage de la foodtech française, c'était l'absence d'investissement significatif, donc de gros tickets de plus de 20 millions d'euros. Et que là, et c'est la bonne nouvelle peut-être de ce rapport par rapport à ça, par rapport à l'écosystème français, c'est une accélération significative en 2019. C'est-à-dire que le reste, le gris, lui, il n'augmente pas. C'est les gros tickets dans quelques startups. Bon, Insect, plus de 100 millions, Launcher, Win, Microfit, qui drive l'ensemble de l'écosystème. Spécificité française, double. Première, on n'a pas de licorne, pas de leader évident. Vous demandez à un étranger une startup foodtech française, c'est pas évident. C'est-à-dire que Frischti, c'est pas très connu en dehors de Paris. Donc, il nous manque un acteur du delivery significatif. On n'en a pas en France. Et deuxième spécificité qui est liée, peu d'acteurs dans la livraison. Et finalement, les acteurs de livraison que vous avez dans la rue et qui vous livrent chez vous, c'est Deliveroo, Uber Eats ou des acteurs étrangers. Et comme je vous le disais, les top deals en France en 2019, on voit du coup d'ailleurs peu d'acteurs ou pas d'acteurs du tout du delivery. Insect, ferme d'insectes, Win sur des logiciels de caisse, Launcher des services de tickets restaurants, Microfit sur les algues, Innovorder d'autres services pour les restaurants logiciels de caisse, Padzee, Foodles, des services robotisés de pizza ou de frigo connectés. Donc, on voit finalement, même quand on regarde les top deals, une absence du secteur de la livraison en France. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai illustré avec cette comparaison à gauche, la France, à droite, le Royaume-Uni. Dans ces cercles, au milieu, ce que vous avez, c'est le nombre de deals. Donc, chaque investissement compte pour un. Et en externe, les investissements en euros, donc les montants investis. On voit qu'on a un écosystème français très largement dominé par le food service, donc les services aux restaurateurs, et l'agriculture. Alors que si on prend le Royaume-Uni, on a à peu près la même répartition du nombre de deals. Alors, par contre, en montant investi, on n'est plus du tout sur la même logique. Même si, encore une fois, au niveau du Royaume-Uni, sur les montants investis, il faut noter qu'il y a un investissement de Amazon dans Deliveroo de plus de 500 millions qui, du coup, aussi écrase un peu le tout. Mais c'est, encore une fois, ce qui manque aussi en France, des investissements on va dire même plus des gros investissements, là, des investissements quasiment proches du milliard. Un petit point sur la distribution par maturité. À quel moment interviennent les investissements? Ça, c'était pour illustrer qu'on a vu tout au début une énorme croissance de 0,9 milliard à plus de 2 en 2019, entre 2018 et 2019. Mais à quel moment cet argent est-il investi? Ce que je vous compare, c'est par stade d'investissement, les montants totaux investis. Donc, si ce qu'on peut voir donc entre 2019 et 2018, 2019 en bleu et 2018 en gris, seed, c'est globalement, vous venez de commencer votre startup depuis 6 à 12 mois, vous prenez un peu d'argent pour qu'on voit s'il se passe quelque chose. Série A, c'est quand même tendre vers de l'accélération. Et ensuite, on est sur des phases de maturité ou les levées suivantes où on va soit faire de la croissance, soit vers de la rentabilité. Ce qu'on voit, et ce qui est assez surprenant, c'est que si on regarde tout à droite du graphique, évidemment, les séries C, D+, et tous les deals qui sont après sont de plus en plus conséquents et prennent une place très importante, mais qu'en fait, si des séries A, les montants sont inférieurs en 2019 par rapport à 2018. Donc, il y a eu moins de levées dans des startups jeunes et récentes en 2019 qu'en 2018. Ce qui n'est pas forcément évident d'ailleurs quand on regarde le premier graphique que je vous ai montré. Par contre, si on regarde le montant médian investi dans les 2 années, entre les 2 années,
Si on exclut ce qui est au milieu sur les séries B, qui est plutôt une erreur statistique, parce qu'il y en a eu très très peu en 2018, ce qu'on voit, c'est une petite augmentation, par exemple sur les séries A de 10%, ce qui est assez constant, et ce qu'on voyait depuis quasiment une dizaine d'années, c'est-à-dire une augmentation du deal moyen, et donc de la valorisation des startups, chose qui va probablement se corriger dans la crise actuelle. C'est déjà ce qu'on commence à voir. Dernier point sur l'implication des acteurs traditionnels, grands groupes et industriels et de distribution. Donc, on n'a pas pu le quantifier parce que c'est toujours assez difficile parce qu'on connaissait qu'un grand groupe est investisseur, mais on ne sait jamais à quelle échelle il est investisseur dans telle ou telle startup. Par contre, ce qu'on peut quantifier, c'est le fait qu'on en voit quand même significativement plus en 2019 qu'en 2018 de ces investisseurs. Là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, contre-intuitivement, ça se lit plus de la gauche à la droite, mais c'est Amazon qui a investi dans Deliveroo plus de 500 millions d'euros. Donc ça, c'est un investissement majeur qui, si vous avez suivi l'actualité, était jusqu'à récemment un peu mis en pause par les régulateurs britanniques et qui a été accepté la semaine dernière, probablement parce que Deliveroo commençait à manquer sérieusement d'argent. On a l'investissement de Sodexo dans Wind, le groupe pharmaceutique allemand Merck qui investit dans Legendary Foods, qui est une startup allemande qui fabrique, ou du moins qui a l'ambition de fabriquer du fromage artificiel, donc c'est-à-dire à partir de multiplication cellulaire. Coca-Cola, l'embouteilleur qui investit dans Col, une startup française de livraison d'alcool, donc à la demande. Un service qui marche plutôt très bien en ce moment, donc ça c'est plutôt opportun. Heineken dans Gallia, une startup française qui fabrique des bières craft dans la région parisienne, ou des investissements parfois avec des acteurs plus éloignés, comme Chanel, qui a investi dans Soulapac, une startup finlandaise qui travaille sur des packaging innovants biodégradables. Et on voit, au-delà de cet attrait en tant qu'investisseur, aussi un attrait en tant qu'acquéreur. Là, je vous ai illustré quelques deals qui ont eu lieu. Celui dont vous avez peut-être entendu parler déjà, Carrefour, qui a racheté Dashbox en début d'année, donc un deal français. Mais un autre très connu, Mars, qui a donc le fabricant de confiserie international, qui a racheté Foodspring, une startup allemande de, on va dire, compléments alimentaires, substituts de repas. Ou Diageo, leader mondial des spiritueux, qui a racheté Seedlip, une start-up travaillant sur des spiritueux non alcooliques. Donc, ils font de la distillation de produits de plantes pour obtenir des équivalents de spiritueux. Peut-être en dernier point, parce qu'évidemment, cette étude a priori devait s'arrêter sur le constat de tout s'est très bien passé en 2019 et les choses vont continuer dans le meilleur des mondes. Bon, évidemment, c'était difficile de prévoir l'impact d'une crise comme le Covid. Peut-être 2 points ou 3 points d'écosystèmes qui vont être accélérés ou perturbés par la crise actuelle. Ce qu'on a pu voir, c'est, parce qu'on va essayer de rester sur l'aspect positif, des écosystèmes qui sont vraiment accélérés. L'exemple tout à gauche, c'est une startup italienne qui s'appelle Supermercato24, qui est un Uber des courses, pour faire simple. C'est-à-dire que vous passez commande sur son site, ils vont un indépendant, comme chez Uber, va faire les courses pour vous dans un supermarché et va vous les apporter en moins d'1 heure. On voit que ce service, évidemment, qui suscitait beaucoup de controverses, connaît évidemment une explosion extrêmement forte en ce moment. C'est le même cas pour les robots ou les drones qui étaient confinés aux universités, à des environnements clos et qui créaient un petit peu de controverse sur le fait d'être déshumanisé comme service. Évidemment, aujourd'hui, cet aspect négatif est devenu positif et on voit des exemples de startups, notamment irlandaises, qui commencent à livrer par drone des produits médicaux à des personnes vulnérables, etc. Et ça pourrait être aussi un accélérateur pour tout ce qui est viande artificielle, viande végétale, dont une des qualités est justement d'être fabriquée en laboratoire, ce qui peut être perçu aujourd'hui peut-être comme plus bénéfique quand on réfléchit à l'origine de la crise actuelle.
Et d'un point de vue un peu plus négatif, cette crise a évidemment un impact sur les services, notamment aux restaurateurs, un logiciel de caisse, etc., qui étaient engagés dans une croissance, on va dire, à tout prix et dont certains sont dans des situations plutôt difficiles, et notamment dans les nouvelles marques aussi, qui, elles, ont maintenant quelques difficultés pour celles qui ne sont pas des produits essentiels. Donc, en conclusion, une croissance soutenue des investissements en Europe, portée par quelques grandes startups, hein. Une nouvelle génération de futurs leaders et potentiellement de futures licornes qui se préparent en France, hein, au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves et surtout en Allemagne. Une très belle nouvelle génération de startups, hein, et 5 écosystèmes leaders, comme je vous le disais, Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas et pays scandinaves. Et du coup, je suis disponible pour toutes vos questions. Par rapport à la crise, surtout quel peut être l'impact de la crise? Alors, Mathieu, tu as parlé des différents secteurs qui pouvaient en bénéficier. En termes d'investissement, quel impact on peut attendre? Peut-être en fonction des différents secteurs ou des montants. Le premier point, c'est évidemment, il y a un impact qu'il faut prévoir, hein, il faut être lucide. Je pense qu'il y avait, de la part d'un certain nombre d'investisseurs, une attente. Il y a un point positif et un point négatif. Il y a un point négatif qui est que peut-être certains investisseurs vont décider de ne pas investir maintenant, parce que notamment dans des étapes assez jeunes des startups où c'est plutôt des business angels, etc. Bon, ça on l'entend. J'allais dire, j'ai entendu des discours. Bon, mon portefeuille boursier a perdu 30%. C'est pas le moment de mettre 10, 20 ou 30 000 euros dans une startup. Ça peut être plus difficile peut-être là maintenant, dans les 6 à 12 mois qui viennent, de financer des startups très jeunes. Il y avait aussi une attente pour des startups un peu plus matures. Tout le monde se disait qu'il y avait un problème, que les valorisations étaient trop élevées dans certains cas, et du coup les montants investis proportionnellement l'étaient un peu aussi à des stades trop jeunes. Et donc on peut voir on va dire un petit effet de 20-30% de diminution des montants moyens. Est-ce que ça durera? On ne sait pas. Ça, c'est peut-être l'impact le plus négatif. Ensuite, il y avait aussi, et il y a beaucoup de fonds sur cette thématique qui se sont constitués dans les 12 derniers mois, en France et surtout à l'étranger, et qui sont maintenant prêts, de manière non prévue, on va dire, c'est concomitant, prêts à investir. Et il y a beaucoup d'argent qui, d'une façon ou d'une autre, devra être investi parce qu'ils ont été levés pour être investis dans la foodtech européenne et que l'écosystème, il est notamment en France. Donc, je pense qu'il va y avoir une perturbation. Ça sera un peu notre année, une année haute, une année basse, ce sera une année basse, mais que 2021 sera plutôt une très bonne année. Et quand on discute avec des investisseurs très early stage, beaucoup de gens commencent à être convaincus de se dire, bon, les grands groupes vont peut-être se concentrer sur leur cœur business maintenant, se stabiliser, mais par contre seront convaincus qu'ils ont un besoin de digitalisation, de transformation, et que du coup, 2021-2022, il faut qu'on ait des startups à leur présenter, et du coup, il faut investir dedans maintenant. Donc, on peut toujours chercher le côté positif, et à mon avis, il peut être présent dans certains domaines. Merci Mathieu. On a des questions alors liées à l'agtech précisément, donc sur les tendances en fait au niveau de l'agtech, agriculture de précision, solutions biotech, leur développement et peut-être aussi l'impact du Covid sur ce secteur. Sur le dernier point, ce n'est pas un secteur particulièrement impacté. Sur les startups qui elles-mêmes sont déjà plutôt développées, bon, on va dire dans le cas extrême, dans le cas d'acteurs qui sont au stade industriel comme Insect, ils sont potentiellement aussi impactés qu'un autre acteur et ont dû adapter leur production et mettre des mesures barrières et des mesures de protection, mais pas nécessairement plus qu'un industriel du métier. Ensuite, est-ce que l'agtech continue à se développer? Oui. Globalement en Europe, hein, et particulièrement en France, ça reste un des écosystèmes clés les plus forts, qui sont aussi soutenus significativement par la BPI et les pouvoirs publics, parce qu'il y a souvent de la R&D derrière. Et
Par contre, une des limites, c'est qu'on voit assez peu de sujets biotech sur les sujets protéines alternatives pour des contraintes légales, et qu'il y a certaines sous-thématiques, notamment d'études sur le génome, de sélection variétale, qui sont plutôt absentes de l'écosystème. Mais de manière générale, c'est un écosystème qui continue à se développer en France. D'ailleurs, ça permet d'enchaîner sur les questions suivantes. En effet, on a parlé des alternatives alimentaires, nouvelles protéines. Il y a une question en fait sur l'aspect bio. Est-ce qu'il existe des investissements dans les food tech bio? Est-ce que ça existe en fait? Alors, souvent, pas en soi. C'est-à-dire que bio n'est peu ou pas considéré comme une innovation en général par une startup. Donc, soit la startup va développer un produit qui sera naturellement bio, parce que c'est dans son image, elle est très proche de la nature, ou elle veut développer un produit local, etc. Ou alors, elle va inclure une gamme bio. Mais ce n'est pas une catégorie en soi. Et en fait, quand on le regarde de plus près, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir, en tout cas c'est une analyse mais qui n'est pas quantifiée, plus de startups qui vont être dans une recherche de produits locaux que de produits bio, en tout cas dans leur communication et dans leurs produits. Très bien. Est-ce qu'il existe des startups dédiées à l'usage de l'intelligence artificielle pour aider les industriels de l'agroalimentaire à créer des nouveaux produits, concevoir des nouvelles formulations? Oui, quelques-unes. Il y en a 2 ou 3 de mémoire en Suisse notamment, qui sont là pour être sur de la réflexion d'association d'ingrédients notamment, ou d'arômes. Donc c'est un petit écosystème très spécialisé quand même, sur cette réflexion sur de nouveaux ingrédients. Et ensuite, par contre, l'usage de l'intelligence artificielle se fait aussi notamment par des actes sur la conception de nouveaux produits, par exemple dans les protéines artificielles, avec des logiques de bioengineering, là où c'est peut-être beaucoup plus employé, mais ce n'est pas des startups dédiées à ce sujet, c'est des startups qui emploient cette technologie. Et après, beaucoup aussi, si je peux ajouter, de startups plutôt américaines, en l'occurrence, qui travaillent sur ces sujets-là. Just, par exemple, qui fait sa maillot, sa maillot végétale, est connu pour utiliser l'intelligence artificielle afin de découvrir justement des nouvelles molécules lui permettant de copier les caractéristiques des produits qu'elle souhaite copier, justement. J'ai une question oui, là sur, au-delà des méga deals, quelle tendance se dessine sur les investissements de petite taille inférieure à 1 million d'euros? Justement, dans ce que tu as présenté tout à l'heure, on a vu en 2019 une diminution du nombre de deals dans ce secteur-là, donc sur le seed et même peut-être la série A. Savoir comment est-ce que ça va évoluer, comme on l'a dit, aujourd'hui avec la crise actuelle, c'est assez compliqué. On peut craindre un ralentissement des investissements de la part des business angels, donc les acteurs qui permettent de lever justement les premiers tours, parce que voilà, comme tu l'as expliqué, si on a une perte en tant que particulier, si on perd énormément d'argent en ce moment en bourse ou sur d'autres actifs, on n'a pas forcément envie de mettre de l'argent dans une start-up. Par contre, des fonds en Europe viennent de lever, et donc les investisseurs professionnels, eux, normalement, ont du cash, et de par la logique d'un fonds d'investissement qui doit investir son argent assez rapidement, on devrait quand même avoir des tours de table cette année et l'année prochaine. Normalement, on ne devrait pas avoir de grosses chutes sur ce sujet-là. Ce qu'on peut par contre peut-être envisager, c'est une baisse des valorisations des startups, et donc des investissements plus faibles. Il y a un point peut-être que j'ai vu sur ce sujet que je trouve notable, c'est qu'on avait vu en 2017-2018 une baisse du crowdfunding et qu'on voit reprendre de manière très significative,
notamment sur le lancement de produits. Ça, c'est quand même un point notable, c'est-à-dire que, particulièrement au Royaume-Uni, beaucoup moins en France où le crowdfunding est plus un acte marketing, mais au Royaume-Uni, on peut lever des vrais montants pour une startup produit. Et ça, c'est une source d'espoir, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de positif, de lancement pour ces petites startups. Est-ce que tu peux dire un mot sur la viande de laboratoire? Le fait qu'on ait peu de startups en France sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on l'explique? Alors, on n'en a pas beaucoup en France, mais on n'en a pas tant que ça, moins, j'allais dire. Comparativement, on se compare pas si mal que ça au reste de l'Europe, hein. En fait, c'est plutôt l'Europe de manière générale qui ne se compare pas très bien par rapport aux États-Unis ou à Israël et Singapour et l'Asie de manière générale. On en a, il ne faut quand même pas être négatif, hein. Il y a deux belles startups qui sont intéressantes, Gourmet sur le foie gras et Vital Meat sur la viande de poulet, ce qui est pas si mal, c'est-à-dire que c'est à peu près autant que ce qu'on peut recenser au Royaume-Uni. Le vrai hub européen, c'est les Pays-Bas. Et ça, par contre, ça s'explique parce qu'il y a une volonté publique, parce qu'il y a une université qui travaille sur le sujet depuis 15 ans, parce que la recherche initiale sur la technologie vient de là-bas. Donc ça s'explique assez rationnellement. Et ensuite, à l'échelle européenne, bon, c'est assez simple, hein. C'est quand une startup veut organiser une dégustation, elle dit qu'elle va le faire à Amsterdam, il y a les équivalents de la répression des fraudes qui toquent à la porte pour l'interdire. Et du coup, on finit par faire les démos à Londres ou sur des bateaux dans les eaux internationales. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu ce petit problème d'interdiction, on va dire, d'intérêt des pouvoirs publics sur le sujet, c'est quand même pas gagné. Merci. Un mot peut-être sur la blockchain. Est-ce que la blockchain se développe et comment est-ce qu'elle peut aider, notamment dans les sujets de traçabilité? Alors, ce qui est assez drôle sur la blockchain, je me souviens d'un événement dans lequel on avait été en 2018 et où alors tout le monde faisait de la blockchain. Même des gens qui faisaient de la protection des abeilles faisaient de la blockchain pour suivre les abeilles. Et à peu près au même événement l'année dernière, plus personne faisait de la blockchain. Même les gens qui avaient chain dans leur nom de startup disaient non, mais en fait, c'est une chaîne, mais ce n'est pas une blockchain. Donc, c'est vraiment l'exemple extrêmement rapide de quelque chose qui est passé de mode. Donc, plus grand monde l'utilise, notamment parce que dans beaucoup de cas, c'est une logique de base de données qui est très limitante et complexe. Il y a des cas d'usage, peut-être moins sur le fait de tracer les produits du champ à l'assiette aujourd'hui, un peu plus sur du suivi logistique. C'est-à-dire vous envoyez un produit du café d'un pays africain, il doit être traqué par des codes, etc. Vous voulez suivre qu'il a été envoyé dans les bonnes conditions d'hygrométrie, etc. Ça peut avoir du sens. Aujourd'hui, la blockchain, elle est pertinente selon moi en productivité quand elle est connectée à des devices, c'est-à-dire à des outils qui vont eux-mêmes entrer la donnée. Parce que si c'est toujours à la fin un être humain qui entre la donnée, bah, il peut toujours écrire ce qu'il veut. Alors que si c'est automatiquement un appareil qui va indiquer que ce produit a été transporté dans telle ou telle condition, là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Mais c'est encore très exploratoire. Et la promesse qui était initiale, qui était de dire un jour dans votre supermarché, vous allez flasher un produit et vous allez voir la photo de l'agriculteur et vous saurez tout sur la vie du produit depuis les semences qui ont servi à nourrir le poussin. Bon, ça existe, mais pour l'instant, le consommateur n'a pas trouvé ça très utile et deux, c'est pas très fiable. Peut-être dans la même idée, en fait, l'impact que peuvent avoir les startups sur les stratégies liées au bas carbone, efficacité énergétique, etc. Est-ce qu'il y a des startups qui travaillent sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des investissements? Ouais. Alors, comme souvent, pas directement, mais indirectement. C'est-à-dire que
On ne va pas avoir peut-être de startups qui vont travailler directement sur le fait de réduire les émissions, du moins pas dans l'aspect food tech, mais c'est toujours un point indirect. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur la viande artificielle vont être dans cette démarche et ça va être un de leurs principaux arguments de valorisation de ce qu'ils font. Parce que, évidemment, un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, c'est la viande d'élevage et tout ce qu'il faut pour la nourrir. Donc ça, c'est une réponse potentielle. Et puis, évidemment, toutes les startups dans l'emballage. Peut-être un mot, si on se compare au Royaume-Uni ou même à l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de licorne en France en food tech? Une réponse possible, c'est alors, la réponse négative, c'est qu'on n'a pas réussi parce que les fonds d'investissement jusqu'à récemment n'avaient pas les montants nécessaires pour investir et faire croître ces startups, hein. Donc ça, c'est une possibilité. Ça, le bon point, c'est que maintenant, ces montants, ces fonds d'investissement sont présents et que la France arrive à attirer des capitaux étrangers. Donc ça, c'est un bon point. Et ensuite, peut-être que la réponse négative, ou autre, c'est de se dire en France, on a des grands groupes industriels qui ont tendance à racheter assez tôt des startups qui auraient peut-être pu devenir des licornes ou au moins grossir à une taille significative. C'est le cas de Dashbox qui a été racheté par Carrefour. C'est le cas de Kitok, aussi racheté par Carrefour, ou Foodcherry par Sodexo, qui sont des acteurs qui auraient pu réaliser des levées de fonds de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation des innovations en termes de santé? Donc, je pense que là, on parle de peut-être compléments alimentaires, produits vraiment faisant le lien alimentation-santé. Donc, ça peut être même du coaching également. Oui. Voilà. Alors, ce qu'on va voir, je pense que c'est évident, c'est peut-être même Samuel qui pourrait en témoigner, beaucoup de produits industriels ou de produits de grands groupes et de grandes marques et aussi de start-up indirectement qui vanteront des bénéfices immunitaires ou de protection des défenses, etc. Et c'est évident qu'il y aura certainement des produits de start-up qui joueront là-dessus. Ensuite, sur l'aspect purement santé, c'est là où c'est un peu la limite avec des choses vraiment health tech, très santé. Mais là, on voit toute une nouvelle génération de startups dans les compléments alimentaires. Ça, c'est avec des choses qui vont de fantaisistes à très sérieuses. Et c'est un domaine qui est tout récent en Europe, qui a un petit peu développé, qui a peut-être 2 ans au Royaume-Uni, mais qui est tout récent dans le reste de l'Europe et qui est vraiment promis à se développer. Et peut-être dans un deuxième temps, comme tu le disais, Jérémy, des choses sur le coaching, les tests ADN, etc., mais qui paraissent encore prématurés en Europe. Très bien, peut-être en toute dernière question, l'euro, c'est vrai qu'on a parlé des investissements donc de la part des grands groupes et même des rachats. Peut-être leur rôle aujourd'hui par rapport à ces startups-là, quel est leur rôle et encore plus avec la crise, en quoi est-ce qu'elles peuvent les accompagner et peut-être même en termes, on parle des problèmes de loyer, etc. Et est-ce que côté hébergement, il peut y avoir un sens à ce que les grands Oui. groupes accueillent des startups? Alors ça, c'est toujours un débat extrêmement compliqué. L'accueil des startups, fondamentalement, en France, si on est spécifiquement, il y a de la place. Il y a beaucoup d'incubateurs publics qui ne sont pas tous remplis. Donc, l'accueil physique n'est pas le plus nécessaire. S'il s'agit que de ça. S'il s'agit de fournir du service autour, oui, là, il y a énormément de choses que les grands groupes peuvent fournir. Il faut juste se demander à quel moment et quoi fournir. Un point qui me semble extrêmement important, c'est que ce qu'on a vu, c'est que les grands groupes ont fait surtout jusque-là une démarche d'innovation dans d'autres pays. Donc, beaucoup ont été sourcés de l'innovation et investir aux États-Unis, en Asie, etc. et se rendre compte que leur siège est en Europe et qu'ils ont besoin d'avoir des acteurs innovants. Donc, je pense qu'il est plus nécessaire que jamais de soutenir les incubateurs locaux
sur le territoire parce que c'est eux qui permettent qu'il y ait de l'innovation qui émerge demain à l'échelle locale. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, pour des startups un peu plus matures, il peut s'agir de les soutenir, de mettre en place des structures d'accélération en commercialisation, en marketing, en développement produit. Et puis, pour des startups simplement matures, de privilégier parfois un service innovant par rapport à l'acteur traditionnel. Est-ce que alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre cosmétique et agroalimentaire? Est-ce qu'il y a de l'innovation? Je veux dire, on parle souvent justement d'insectes, etc., qui peuvent travailler sur ces domaines-là. Voilà. Où en est l'innovation? Comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle l'agbiotech dans la cosmétique aujourd'hui? La cosmétique, non pas spécifiquement En effet, ce n'est pas, je suis d'accord. ma spécialité, ni 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 la professionnelle. mienne, mais... Plus sérieusement, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt la cosmétique ou les beauty tech, comme on dit, qui vont inspirer les startup food. Parce que c'est des startups qui, par essence, sont plus proches de leurs clients et notamment sur des thématiques de marketing, sont extrêmement inspirantes. On parlait tout à l'heure de santé. Là, on les regarde parce qu'elles ont, pour la plupart, on prend l'exemple des produits de beauté, de Care of, ou d'autres services pour hommes, etc., qui sont très inspirants dans leur démarche de personnalisation et je pense inspirent beaucoup de startups dans les compléments alimentaires et dans leur approche de nouveaux produits. Ensuite, l'innovation pure en cosmétique, je ne pense pas qu'on soit les plus pertinents pour répondre. En effet. Et peut-être du coup, là, on revient sur l'alimentation, sur le sujet du microbiote. Oui, alors, gros sujet d'innovation et d'intérêt, beaucoup d'excitation, quasiment un petit effet Bitcoin, ou blockchain plutôt. On en a beaucoup parlé. Bon, c'est compliqué. Vous avez peut-être vu l'été dernier, on avait une startup assez leader en Europe qui s'appelait Ubiome, qui était implantée aux États-Unis, a eu son siège, on va dire, avec une petite descente du FBI parce qu'il y avait beaucoup de revente de données. Voilà, bon, ça a mis un petit coup on va dire, dans la fourmilière d'un petit écosystème. Et ensuite, il y a une question sur le microbiote. Autant sur l'ADN, on sait que scientifiquement, il n'y a pas grand-chose de sûr, mais il y a quelques points qui sont sûrs. Sur le microbiote, il y a à peu près comme quand aujourd'hui on allume la télé et qu'on voit des profs de médecine. Et donc, Alors, on a des données. Tu peux répéter ta dernière phrase, je crois qu'elle a coupé. Oui, ce que je disais, c'est que sur le microbiote, on n'a pas de certitude. Et c'est encore une guerre de chapelle. Même si bon, je sens qu'il y a des entrepreneurs qui ne seraient pas d'accord avec moi sur le sujet, mais de mon point de vue et une analyse scientifique, ce n'est pas définitif. Donc, c'est là où il y a une difficulté, je pense, au-delà de l'aspect difficile de réaliser les tests. Okay. Merci. Eh bien, c'est terminé pour la série de questions et il va être 10 heures. Donc, je pense que. Ce que je vais faire, c'est conclure. Je vais vous repartager, si je le retrouve, voilà, juste mon écran. Je vous ai mis, vous avez un mail présentation qui est un résumé, mais de toute façon, le rapport est disponible sur notre site, donc sur digitalfullab.com. Et n'hésitez pas pour toute question sur le rapport ou évidemment pour une mise en relation avec un des partenaires si vous souhaitez lui poser les questions directement. Et encore une fois, évidemment, oui. Pour préciser, le rapport est en accès libre, le téléchargement est gratuit. Tout à fait. Et notamment, justement, et c'est le point qui permet justement cette conclusion, c'est grâce à nos partenaires qu'on remercie encore de leur soutien sur
pour la réalisation du rapport. On est assez content d'arriver à cette étape. Donc, encore merci à Camille, Mathieu, Marthe et Samuel de leur soutien sur ce rapport. Merci à vous. Merci, au revoir.